Eh bien donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce live pédagogique dans le cadre du projet Faire entendre sa voix qui est organisé par Educarté. On accueille donc aujourd'hui Lucie Eraille qui est chargée de mission éducation au cinéma auprès de l'agence du court-métrage et Jean-Charles Mboti Malolo, le réalisateur du court-métrage Le sens du toucher. On a donc avec nous deux classes, une classe du PE2A du lycée des métiers et de l'habitat de Gélo avec Madame Walsh et une classe du collège Maurice Ravel avec donc Madame Jaster et son assistante de langue dont j'ai pas le nom. Euh, Désolée, c'est Isabelle. Isabelle, d'accord, merci beaucoup. Ce que je vous propose donc, c'est que Lucie va faire une petite présentation de l'agence du court-métrage. Ensuite, elle va poser une première question à Jean-Charles. Et puis après, on donnera la parole aux élèves de Madame Walsh et ensuite aux élèves d'Isabelle et de Madame Jaster. Si c'est tout bon pour vous, Lucie, je te laisse commencer. Je vais juste partager ta présentation. Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Donc, je travaille à l'agence du court-métrage. Qui s'occupe de la diffusion des courts-métrages en France. Alors, on peut peut-être passer à la slide suivante. Alors, le court-métrage, donc, c'est en format de film. Et donc, ce sont tous les films qui font moins de 60 minutes, donc moins d'1 heure. On parle aussi parfois de moyen-métrage, mais ce n'est pas en termes légal. La durée moyenne du court-métrage, c'est 23 minutes. Donc ce sont des films qui sont diffusés dans pas mal de festivals en France, qui bénéficient surtout d'une diffusion en festival, également à la télévision. Et donc, c'était pour vous montrer un petit peu le coût moyen de production par film. Donc 96 000 €, c'est en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose puisque des films de 2 minutes ou des films d'1 heure, bien entendu, n'ont pas les mêmes coûts de production. On peut avancer à la slide suivante. Donc le film aussi, enfin, le cinéma donc, a été créé en 1895 et il est né court, c'est-à-dire que les premiers films du cinéma étaient des courts-métrages pour la simple raison que les films donc étaient tournés sur pellicule et 1 heure de film, c'est 1461 mètres de pellicule. C'est pour ça qu'on appelle ça des longs ou des courts-métrages. Ça fait référence à la longueur de la pellicule. Et donc, à la création du cinéma, on ne pouvait pas tourner de très longs films. Donc, je vous ai donné des exemples de films. Donc, sortie d'usine des frères Lumière, donc, qui est un peu la naissance du film documentaire, et Voyage dans la Lune de Georges Méliès, donc, qui est un petit peu le premier film de science-fiction de l'histoire du cinéma. Donc, pour vous expliquer un petit peu quel est le rôle de l'agence du court-métrage dans la grande chaîne de vie d'un film, la première phase de la vie d'un film, c'est la production, c'est-à-dire l'écriture du scénario, le tournage du film, le montage du film. Et une fois que le film est prêt, qu'il est prêt à être montré à un public, il passe par la phase de distribution. Donc là, c'est le rôle de l'agence qui permet ensuite de faire le lien avec les exploitants de salles, donc les salles de cinéma, les plateformes VOD, les télévisions, les festivals de cinéma, etc. C'est-à-dire qu'on est un peu le trait d'union entre ceux qui font les films et ceux qui les montrent aux spectateurs, donc pour arriver jusqu'à vous. Donc l'agence du court-métrage a été créée il y a à peu près 40 ans, dans le but en fait de permettre la promotion et la diffusion du court-métrage. C'est-à-dire que le court-métrage avant ne bénéficiait pas d'un modèle économique comme les longs métrages. Ils étaient un petit peu diffusés comme ça sous le manteau, sans réellement de modèle économique derrière. Donc c'était pour permettre de créer un lieu unique qui réunit un ensemble de courts-métrages pour faciliter leur diffusion, pour permettre aussi à ceux qui font les films de savoir à qui s'adresser pour les montrer, et de leur permettre aussi tout simplement une rémunération pour leur travail, et donc essayer de permettre de vivre aussi de ça, que le court-métrage ne soit pas seulement une dépense pour les producteurs, mais aussi d'essayer d'en vivre et de créer un modèle économique.
Donc l'agence propose un ensemble de plateformes donc, pour effectuer ces missions. Donc l'extra-court, c'est un programme qui permet de montrer des courts-métrages en avant-séance dans les salles, c'est-à-dire de reprendre un petit peu ce qui se faisait il y a une trentaine d'années. À l'origine, les courts-métrages étaient montrés en salle avant le long-métrage qu'on allait voir. Ça a été remplacé par les bandes-annonces et la publicité, mais l'extra-court permet aux salles de reprendre un petit peu ce procédé qui existait avant. On a aussi une revue qui s'appelle Bref, qui est la seule revue dédiée au court-métrage dans le monde. Une plateforme donc, qui s'appelle Filmfest, qui permet donc aux producteurs de courts-métrages de les inscrire dans des festivals. Et le kinétoscope, dont on se sert en pédagogie, en éducation du cinéma, pour créer des ateliers d'éducation aux images et donc permettre aussi de les voir dans les salles de classe, dans les différents ateliers qui sont proposés. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer un petit peu la couverture de Bref. Et donc pareil, une petite présentation du kinétoscope. Donc ce sont 200 films qu'on peut voir sur la plateforme pour faire des ateliers autour du cinéma, proposer des questions de cinéma, des thématiques, etc. Donc le court-métrage, comment est-ce qu'il est montré la plupart du temps? Comme ce sont des films, comme on le dit, donc courts, on ne peut pas réellement organiser de projection de cinéma autour d'un film de 15 minutes. C'est difficile de faire déplacer en public pour voir un film court. Donc généralement, ce qu'on fait aussi pour la diffusion du court-métrage, c'est on crée ce qu'on appelle des programmes. Donc on rassemble des courts-métrages en fonction d'un thème la plupart du temps. Et donc ça permet de faire des séances plus classiques, dans une durée classique, 1 heure et demie généralement. Et donc, comme vous pouvez le voir, l'agence crée des programmes aussi pour les dispositifs scolaires et pour après d'autres événements, des festivals, entre autres. Donc l'agence, c'est un catalogue de 14 000 films et avec à peu près 850 films jeunes publics. Une autre des missions de l'agence, donc effectivement, c'est de proposer des ateliers d'éducation au cinéma, avec la volonté de rendre le cinéma accessible à tous. Donc on essaie aussi de se rendre dans des milieux qui sont un petit peu plus éloignés de la culture. Par exemple, on va dans des hôpitaux, dans des maisons d'arrêt, etc. Et donc là, vous pouvez voir sur la droite donc, le stock de copies argentiques de l'agence. C'est une des missions principales aussi de l'agence de stocker donc, des copies. Aujourd'hui, vous le savez sûrement, les films sont plutôt en format numérique. Mais la copie argentique est encore le moyen le plus sûr finalement de stocker des films, puisqu'on n'a besoin que d'un œil et de lumière pour voir un film en pellicule. Donc c'est aussi un peu une fonction de conservation de l'agence. Et donc aussi en parallèle, on numérise des films avec l'aide du CNC, c'est-à-dire qu'on les fait passer de copie argentique à copie numérique pour faciliter la diffusion. Voilà, donc c'est tout pour l'agence du court-métrage. Je reviens à vous. Merci beaucoup, Lucie, pour cette présentation. Moi, je voulais juste, du coup, peut-être présenter rapidement Jean-Charles, donc, qui a réalisé le court-métrage Le sens du toucher, pour lequel tu as appris la langue des signes. Tu es passionné de danse, de dessin, et c'est vraiment des choses qu'on retrouve dans le court-métrage Le sens du toucher, qui a d'ailleurs été nommé et primé à plusieurs festivals. Donc, on est vraiment très content de t'avoir avec nous. Et peut-être ma première question, pour lancer un petit peu les échanges avant de donner la parole aux élèves de Madame Walsh, ce serait pourquoi est-ce que tu as décidé de faire un court-métrage sur le toucher autour des personnes sourdes, alors que on associerait plutôt ça au sens du coup, de l'ouïe, de l'entendre? Bon, je prends la parole du coup. Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à tous et merci pour ces présentations. Faire un film autour du toucher plutôt qu'autour de l'ouïe, c'est vrai que ça serait plutôt, ça aurait été quelque chose de plus naturel, disons. Mais je me suis rendu compte en réalisant le film et surtout
n'étant au contact avec avec des personnes sourdes, que le contact, justement, le toucher et le fait de ressentir les vibrations de l'espace dans lequel on vit prend beaucoup de place. Si je donne un exemple, je me souviens d'une de mes amies qui est sourde, donc qui visitait Paris un peu pour les premières fois et qui a monté les étages de la Tour Eiffel à pied. Et donc, vu que la Tour Eiffel, c'est une grande structure métallique avec le vent qui s'engouffre dans la structure, elle s'est rendue compte que les vibrations de la matière tout autour d'elle créaient une sensation qui était vraiment décuplée, contrairement aux personnes qui pouvaient être entendantes, parce que quand on est entendant, on anticipe beaucoup comment dire, d'événements parce qu'on les entend tout simplement. Alors que là, il y a quelque chose il y a peut-être une frontalité, une instantanéité de la sensation qui parcourt le corps. Et voilà, c'est un peu ce qui m'intéressait dans le fait de rendre les personnages sourds. Merci beaucoup pour ta réponse. Peut-être que si des élèves donc, de la classe du PE2A de Madame Walsh, vous avez une question à poser, vous pouvez y aller. Ou si, Alors effectivement, on avait préparé des questions. Maintenant, juste pour vous dire que vous parlez vite pour qu'ils comprennent et vous utilisez des mots un peu compliqués. Parmi les élèves qui sont là, il y en a qui sont arrivés vraiment il y a 1 mois ou 2 mois. D'accord. Pour eux, c'est encore compliqué. Voilà, on a préparé des questions relativement. Il y en a qui sont plus simples que d'autres parce que les niveaux sont différents. Il y avait des interrogations variées. Donc voilà, je vais leur demander de prendre la parole. Est-ce que tu peux commencer à poser ta question, Erol? Je pense qu'il faut que tu te rapproches pour qu'ils t'entendent. Comment les personnes, les votre nom? Comment on prononce votre nom? Comment on prononce votre nom? Ah, comment on prononce mon nom? Oui. Mboti, c'est le M et le B sont collés, il n'y a pas d'apostrophe, donc tout est lié. Donc c'est Jean-Charles Mboti Malolo. Merci. Donc je le prononce hyper mal en fait depuis le début. Merci. J'ai pas fait attention. Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? La nationalité, il demande. Ça marche. Je suis français, mais mon papa est camerounais. Donc mon père est né au Cameroun et il est arrivé en France quand il avait une trentaine d'années à peu près. Et ma maman est française aussi. Donc voilà, je suis issu d'un couple mixte. Quel âge avez-vous? Quel âge est-ce que tu me donnes? Non, je plaisante. J'ai 37 ans. Tu as entendu 37? 37, tu te rappelles 37? Oui. Oui, c'est ça. Ok. Bon, c'est bon. Ouais. Ah, c'est deux. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous êtes marié? Je suis pas marié, mais je suis en relation et on a un enfant de 2 ans. Mais est-ce que vous comprenez la langue des signes? Alors, en fait, la langue des signes, c'est pas comme le vélo. Il faut vraiment pratiquer régulièrement pour rester, entre guillemets, connecté à son sens. Donc, moi, j'ai fait une formation qui s'appelle 1A. Donc, j'ai le premier niveau, en gros. Donc, j'ai eu beaucoup de vocabulaire, des notions grammaticales pour construire des phrases. Et quand j'ai fait le film, ça remonte
déjà longtemps, c'était en 2014. Donc à ce moment-là, je comprenais assez bien, oui. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas et je regrette un peu d'avoir perdu la connexion à la langue des signes, mais j'espère pouvoir m'y remettre bientôt. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui vont avoir, qui vont être en lien avec ça, qui ont émergé de la part des élèves. Ça leur pose beaucoup de questions, en fait, Ok, ce mode de communication. Donc, c'est vrai que ça s'est beaucoup axé sur, voilà, sur cette problématique. Pour les autres questions, d'accord. tu voulais demander quelque chose? Après, tu pourras continuer. Comment comprendre sur le téléphone? Comment, en fait, ils n'arrivent pas à s'imaginer comment communiquer quand on est sourd avec le téléphone. C'était Ah, ok, on peut ok. communiquer par téléphone. Alors, quand on est sourd, on peut utiliser le téléphone comme on le fait maintenant avec la visioconférence. Donc, si là tu regardes l'écran, on peut se faire des signes et je peux te dire bonjour. Et comme ça, si je prends mon téléphone, on peut communiquer avec une main et discuter comme ça. Ou alors, il faudrait poser le téléphone comme on le fait maintenant. Comme ça, j'ai les deux mains libres et je peux te parler. Et pour aller un peu plus loin que ta question, les téléphones des sourds en général, soit ils vibrent, donc c'est toujours cette question de la sensation et du toucher et du contact. Donc ils vibrent, ou alors il y a une lumière très forte. Ça arrive que des gens qui ne soient pas sourds s'en servent, mais si je fais ça, est-ce que ça se voit? Oui. La lumière ici, elle va clignoter, et donc c'est ça qui va te faire comprendre que tu as un appel ou un message, parce que les SMS aussi, ça marche très bien, les textos. Voilà, donc soit par vibration, par lumière ou par SMS, et ensuite par visioconférence. Mais comme si quelqu'un ne comprend pas de tout ça, on a fait quoi? J'entends très peu. En fait, je pose la question, mais comment ils peuvent communiquer si quelqu'un ne comprend pas la langue des signes? Ah, alors ça marche dans les deux sens. Euh, les sourds, en général, ils peuvent, pour la plupart, lire sur les lèvres. Donc là, tu as un masque, mais si on enlevait le masque et, par exemple, bon, moi j'ai une moustache, on voit moins mes lèvres, mais euh, les sourds arrivent à lire sur les lèvres. Et pardon, à l'inverse, il y a beaucoup de sourds qui savent parler en fait. Le lien entre, on dit souvent sourd et muet, euh, et c'est une erreur de langage. C'est quelque chose qui est rentré dans le français courant, mais c'est pas du tout vrai parce que la plupart des sourds ne sont pas du tout muets. C'est juste qu'ils ont fait le choix de ne pas utiliser leur voix. Et il y en a d'autres qui font le choix de l'utiliser et ça s'appelle oraliser. Donc ils arrivent à pousser leur voix et à oraliser les mots, donc ils peuvent te parler comme moi je parle. C'est juste qu'ils vont devoir attendre que toi tu parles en articulant bien. Donc il faut être assez lent et articuler correctement. Éviter de mettre la main devant la bouche quand tu parles. Et comme ça, vous pouvez avoir une conversation relativement normale. Sinon, encore une fois, à l'écrit, ça fonctionne assez bien. Est-ce que vous avez compris des télévisions? J'entends pas très Ouais, c'est bien. pareil. Est-ce que la Oui, personne qui pose la question... voilà. C'est toujours par rapport à la compréhension de la télévision, pour comprendre ce qu'il y a à la télévision. Alors, il y en a un qui a parlé de l'interprète qui peut être là, mais voilà, il se pose quand même la Ok. question. Alors oui, souvent il y a un interprète, par exemple ici, dans dans un petit rond. Je vais revenir sur ça juste après, mais souvent dans les télés aujourd'hui, on peut activer l'audio description ou au cinéma les sous-titres.
Donc ça veut dire que tout ce qui se passe va être sous-titré en bas de l'écran. L'audio description va aller jusqu'à raconter ce qui se passe dans l'univers sonore. Donc par exemple, quelqu'un entre et on entend un bruit de porte, ça va être marqué ouverture de porte, des pas assez, je sais pas, je dirais assez agressifs contre le sol, etc. Et donc avec le texte, on a la possibilité de raconter pas mal de ce qui se passe au niveau du son. Et au sujet de l'interprète, qui se trouve en général ici, ou enfin voilà, en tout cas dans un tout petit coin de l'image, euh, c'est une grosse question qui se pose dans la communauté sourde. En tout cas, moi je vais le dire avec mes mots, et moi je me suis posé cette question, c'est pas pour leur prêter des intentions, mais euh, on parle souvent de surdité et de handicap, donc de situation de handicap, alors qu'en réalité, la surdité, c'est un handicap social. C'est-à-dire que si la société était pensée de manière différente, par exemple, au lieu de mettre, si moi je suis le président Emmanuel Macron et que je parle en visio à mon peuple chéri, on pourrait faire l'inverse et mettre un interprète en grand pour faire des signes, puisque les signes ont besoin de place pour exister, et mettre le président Emmanuel Macron en tout petit. Parce que nous, on est tout à fait capable de l'entendre très bien avec nos oreilles, et on n'a pas besoin d'avoir son doux visage à l'écran. Euh, et on a choisi, en fait, de manière, j'allais dire arbitraire, mais on a choisi, on nous a imposé en fait un mode de vie qui dirait que vu que les sourds sont en plus petit nombre dans le monde entier, en France en tout cas, mais dans le monde entier, alors on va les mettre entre guillemets de côté et faire en sorte que leur accessibilité aux informations se trouve dans un tout petit endroit de l'écran. Après, si vous avez des très grandes télés, ça ça change un peu la donne, mais voilà, c'est une question de principe et de faire en sorte que ces personnes-là pourraient vivre une vie quasiment normale si on avait l'idée un jour de les compter comme des personnes qui comptent à part entière. Par exemple, à l'école, on apprend des langues. Là, vous apprenez le français tous. Vous apprenez aussi peut-être l'anglais, l'italien, l'allemand, l'espagnol. Ce sont les langues européennes en général, voilà. Et en fait, il y a la langue qui est une langue française, qui s'appelle la langue des signes française, euh, à laquelle personne ne s'est dit, bah tiens, ça pourrait être une des langues qui pourrait exister dans le cursus scolaire, entre guillemets, de base. Et ça, c'est problématique parce que bah, si on savait tous, ne serait-ce que dire bonjour ou avoir des petits mots de langue des signes, bah, ça permettrait d'intégrer en fait toute cette population-là qui ne l'est pas au quotidien et qui doit faire de réels efforts. Parce que tout à l'heure, je fais des réponses très longues, pardon, mais vous me dites si, si c'est trop long. Tout à l'heure, je parlais du fait de lire sur les lèvres. Lire sur les lèvres, ça demande un travail d'attention qui est vraiment très élevé par rapport à l'écoute. Et moi qui ai appris la langue des signes, j'ai vu à quel point se concentrer sur les gestes, les mains, etc., c'est quelque chose dont on n'a pas du tout l'habitude. Devoir faire vivre ça à des personnes de manière répétée, quotidienne, pour des tâches administratives, par exemple, quand vous allez à Pôle emploi ou pour vos impôts ou ce genre de choses, il faut absolument que eh ben, ce soit encore vous qui fassiez les efforts à chaque fois pour comprendre ce que la personne en face vous dit. Et ça, je pense que c'est un réel enjeu et un réel problème. Donc, merci beaucoup pour tes questions. Merci beaucoup pour tout ce de moi. Avec moi. J'ai pas du tout entendu. Il a dit merci beaucoup à toi pour toutes les réponses. Ah, merci. Et une autre Qu'est-ce que signifie le geste de spectacle? Quel geste?
Au début du film, dans la Ouais. séquence d'ouverture avec le spectacle de théâtre. Ils ont fait Ah, ce geste-là? ouais, ils ont Non, fait comme ouais. Ça, Et ça après veut... aussi, il y a un autre geste. Et il a regardé une femme derrière aussi, il s'est frotté les mains et tout ça. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, attends, je sais plus s'il s'est frotté les mains vraiment, mais c'est Ouais, vrai qu'il y a la fille qui est derrière lui, il est timide, donc il la regarde. Euh, j'ai plus vraiment cette scène très très Il y a, bien. il y a la scène du spectacle. Le spectacle dans le spectacle. Il voit le spectacle, les deux Dans comédiens. le... Oui. les deux pour Voilà, Ah oui, donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Parce que nous, on ne qu'est-ce comprend qu'ils pas. se disent? Ok, Parce oui, qu'il ok, fait je des comprends. Alors, si je me souviens bien, le monsieur dit à la dame que aujourd'hui, il n'est plus, il ne ressent plus de tristesse et qu'il l'aime. Ça veut dire, on ne voit pas très bien, mais ça veut dire je t'aime. Donc voilà, il lui dit qu'il n'a plus de tristesse et qu'il l'aime. Et alors, une petite information que je dis très rarement, mais du coup, tu me poses la question, donc c'est en exclusivité. Ces deux personnes, ces deux personnages-là qui sont sur la scène du spectacle, ça s'appelle une mise en abîme. Alors, c'est une histoire dans l'histoire. C'est que, en fait, c'est les deux personnages du film qu'on suit et qui vont grandir et vieillir. Et on les retrouve au tout début et comment dire, ils se parlent. C'est comme s'ils avaient vécu leur vie finalement et qu'ils étaient arrivés à un endroit où leur vie est un peu plus stable et qu'aujourd'hui ils s'aiment. Et ensuite on voit comment leur rencontre se passe. Donc c'est pas du tout possible parce que tu peux pas te regarder plus tard, mais c'est ce qui est bien avec l'animation, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Et ça veut dire bravo. Ouais. Mais Donc ça, pourquoi ils n'ont pas applaudi parce genre, que parce que toi quand tu applaudis, c'est pour un entendant, c'est le son, c'est le son que tu entends. Et si tu es sourd sur scène, tu pourras pas entendre le son, mais par contre tu peux voir toutes les mains qui se lèvent et qui tournent. Du coup, c'est un applaudissement visuel. Voilà. ok, merci. Mais pourquoi avez-vous fait ce film? Euh, Ça, c'est la vraie question. En fait, quand j'ai commencé l'écriture du film, j'étais dans une relation qui était un peu compliquée, que j'arrivais pas bien à maîtriser, une relation amoureuse, j'entends. Euh, et je me posais beaucoup de questions sur ce que ça voulait dire que d'être en couple, ce qui est toujours le cas, et je crois que ça ne finira jamais, parce que c'est un peu la vie. Mais, oui, je me posais beaucoup de questions et je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient trop difficiles et qui étaient pas assez fluides, peut-être. Donc j'ai commencé à réfléchir à une histoire qui parlait de relations amoureuses et qui décrivait un petit peu ce que je ressentais à l'époque. Voilà, pour résumer en gros. Et je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Bah, merci à toi pour de les avoir posées. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions. Peut-être qu'on peut donner la parole à la classe de Isabelle et de Madame Jasper. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lever et venir poser sa question. Viens ici. Est-ce qu'on on nous attend, Oui, entend? Oui. ouais, on vous entend très bien. Ici. Ouais, bah ici, il y a la caméra. Bonjour. En fait, c'était pour demander qu'est-ce que vous faites dans la vie au final? Au final, parce que c'est vrai, tu as raison, il n'y a pas que ce film. Merci pour ta question. Je suis donc auteur et réalisateur, donc j'essaye d'écrire et de réaliser des films. En tout cas, des dessins animés, parce que c'est ça mon corps de métier. Et c'est une bonne question dans le sens où on se dit souvent qu'un court-métrage, c'est court, forcément, mais que du coup, ça doit pas prendre beaucoup de temps à fabriquer. Et en réalité, c'est très long et ça demande beaucoup d'énergie.
c'est très intense. Moi, j'aime beaucoup faire ça, mais ça demande quand même beaucoup d'énergie. Donc, euh, en tant que réalisateur et auteur de courts-métrages, on passe beaucoup de temps à faire peu de films, mais on fait quand même des films. Merci, petit Jonathan. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous choisi ce style visuel en particulier? Parce qu'il est quand même original. Merci. Euh, Alors ça, en fait, très honnêtement, j'ai pas vraiment fait exprès. C'est un peu le truc compliqué chez moi, c'est que j'essaye de... En tout cas pour ce film, c'était mon premier film que je réalisais seul en dehors d'un cadre scolaire. Et donc j'ai vraiment essayé de faire... Comment dire? Euh, j'avais beaucoup d'attentes. Donc je voulais que le graphisme soit très original, mais en même temps... très fort, plaise à tout le monde avec un super beau caractère design, des beaux décors, que tout soit fait à la main, que tout soit le meilleur du monde en gros. mais mais j'ai pas vraiment, comment dire, de mon point de vue en tout cas, j'ai pas vraiment réussi à faire ça et c'était une lutte permanente entre réussir à trouver quelque chose qui me plaisait à peu près et réussir à faire ce qui me plaît avant la date butoir du moment où on devait commencer en fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a toute la partie de développement où tu crées le graphisme, donc qui s'appelle vraiment recherche graphique, développement graphique, et le moment où tu dois commencer à travailler. Donc avec par exemple une équipe de décorateurs et une équipe d'animateurs, décorateurs et décoratrices et une équipe d'animateurs et animatrices. Donc là, il faut que tout soit en place pour pouvoir faire l'étape de fabrication qui est une étape beaucoup plus technique. Mais en tout cas, c'est pas à cette étape qu'on peut définir un style graphique ou changer des choses en gros. Et donc c'était une course contre la montre pour essayer d'arrêter de tout changer avant. Par exemple, voilà, pour l'anecdote, on a commencé les décors un lundi matin, comme très souvent on commence un lundi matin parce que c'est voilà, c'est le renouveau d'après le week-end. Et le dimanche à 2 heures du matin, je pense, donc le lundi matin très très tôt, j'étais encore en train d'essayer de redéfinir le style graphique de mes décors en me disant non, il faut que ce soit un peu plus comme ça ou comme ci. Et j'ai pas fait ça très longtemps parce que c'est épuisant, mais voilà. Donc merci si tu trouves que c'est beau et que c'est original. Mais du coup, c'était pas fait exprès. Enfin, ou alors trop fait exprès, mais pas maîtrisé, je sais pas comment dire. Ok. Je peux demander une deuxième question. Deuxièmement, que représentent pour vous les scènes de danse dans le film? Alors, très bonne question. Compliqué à répondre. Et je suis désolé d'ailleurs, UPE2A, et n'hésitez pas, madame, à me dire si j'emploie du vocabulaire trop complexe ou. Voilà. En gros, pour moi, la danse, mais ça c'est de manière vraiment générale dans la vie, j'ai l'impression que c'est un outil dont on se sert trop peu en fait, ça correspond à la communication non verbale. C'est aussi pour ça que les personnages parlent en langue des signes. C'est que souvent, on essaye de mettre beaucoup de mots sur des problèmes en général. On va plutôt mettre des mots sur des problèmes que sur des trucs positifs, pour moi en tout cas. Et je trouve que des fois, ça peut être bien d'essayer de faire passer les choses par le corps et de quitter un peu quelque chose de trop intellectuel. Le corps, c'est un petit peu plus intuitif et plus direct peut-être. Donc le fait de faire danser les personnages, pour moi, c'était vraiment une manière de les faire exister dans une relation plus intime en fait. Parce que souvent, je sais pas si c'est votre cas, mais souvent on a peur d'avoir des mouvements de manière générale. Par exemple, quand j'ai commencé à apprendre la langue des signes, on m'expliquait que la langue des signes existe depuis très longtemps, mais qu'elle est autorisée à pratiquer en France depuis... alors je vais sûrement me tromper dans les dates, il faudrait aller vérifier, mais ça date des années 70. C'est-à-dire que c'est tout neuf en réalité.
et que les sourds ont lutté pour que leur langue puisse exister, et en face, on luttait pour qu'elle n'existe pas. Et l'une des raisons, il y a plein de raisons, mais l'une des raisons, c'est que quand on est sourd et qu'on s'exprime en langue des signes, il y a les mains, évidemment. Là, je suis un peu bas dans mon truc, mais il y a tout le haut du corps qui doit donner des informations de contexte, soit de vocabulaire ou de grammaire. Donc, par exemple, tourner l'épaule comme ça veut dire quelque chose de très précis. Par exemple, pour parler d'une date, on irait plutôt vers l'avant ou en arrière, dans le passé ou dans le futur. Mais l'expression du visage également, ça veut dire que si je fais ce signe-là, par exemple, sans expression du visage, ça, bah en fait, ça veut rien dire. Alors que si je fais ça avec un visage accueillant, c'est difficile de mimer un visage accueillant sans le contexte, mais si je fais ça, que je monte les sourcils et que je fais un sourire et que je fais cette labiale, bonjour, donc là, ça veut dire bonjour, sans forcément le prononcer, mais en tout cas, si je fais, ça veut dire bonjour. Et si je fais ça, donc avec la labiale I, ça veut dire merci. Donc tu vois qu'il y a deux mots en un signe et il suffit de changer le visage pour que ça veuille dire autre chose. Et donc de ça, les sourds se sont rendus compte qu'ils étaient marginalisés parce que c'était des gens qui étaient trop expressifs. Il y avait beaucoup trop d'émotions et trop d'expressivité sur leur visage, tellement que pour beaucoup ça correspondait à de la grimace. Et je sais pas si toi c'est un truc qu'on t'a dit quand tu étais petit, mais en gros, moi en tout cas on me l'a répété, il faut absolument arrêter de faire des grimaces. Parce que c'est pas beau, parce que c'est pas bien, parce qu'il faut pas. Et ça c'est un gros problème je pense qu'on a en France, c'est que du coup on peut discuter avec quelqu'un et lui dire exactement comme ça, bonjour, je vais très bien, j'espère que toi aussi. Ok. Et tu peux aussi dire la même chose, bonjour, non ça ne va pas du tout, j'ai plutôt envie de... voilà. Et donc il y a zéro expressivité, et je crois que, alors je parlais de la France, mais c'est plutôt l'Occident de manière générale, qui s'exprime en ayant complètement mis le corps de côté. La langue des signes, c'est l'inverse, il y a beaucoup, beaucoup de corps, il y a beaucoup de visages, et il y a beaucoup de gestes. Et quand je parle des gestes, je ne parle pas forcément des langues latines, avec par exemple le cliché sur les Italiens qui parlent avec les mains. C'est encore, c'est un peu plus subtil que ça. L'idée, c'est d'engager le corps. Voilà. J'ai fait une réponse très longue, mais j'espère que je réponds à ta question. Ok, merci. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la classe? Ah, parfait. Une remarque justement sur la question des gestes et des mimiques qui est essentielle pour les élèves allophones, justement. C'est-à-dire que eux, pour qu'ils nous comprennent en français, avec les masques, c'est devenu encore plus compliqué, mais sans expressivité, et ça va encore moins au sens. Donc, ça aiderait aussi encore d'autres personnes que d'être beaucoup plus expressifs dans notre façon de communiquer. Tout à fait, ouais. C'est très juste. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire le court-métrage sur les sourds et pas un autre handicap? Enfin, pourquoi ça en particulier? Alors, je vais souvent faire cette réponse et vous allez penser que je mens complètement, mais c'était pas un choix. J'ai pas fait exprès non plus. Dans le sens où ce film, j'ai commencé à l'écrire à partir de moi, donc ce que je pouvais vivre avec ma compagne de l'époque, ou tout seul dans ma tête par ailleurs, hein, parce que c'était beaucoup des questions personnelles. Et donc le film s'est écrit vraiment à partir de ça, c'est-à-dire que les deux personnages étaient des personnes entendantes et valides, même si je j'aime pas ce mot, mais vu que tu parles de handicap, c'est vraiment pour répondre à ta question. Et je me suis rendu compte qu'avec, si par exemple on prend le film tel qu'il est aujourd'hui et tu enlèves la surdité des personnages et que tu mets deux personnages qui peuvent se parler, et ben en fait on se rend compte, et ça je m'en suis rendu compte quand je l'ai fait lire à un de mes amis, enfin à plusieurs personnes qui m'ont dit mais en fait dans la vraie vie, si tu rentres chez quelqu'un et que tu tombes sur un psychopathe qui essuie les miettes alors que tu es en train de manger et qui se comporte comme ça avec toi en tant que femme, ou même si le rapport était inversé,
bah en fait, tu lui dirais, hé, salut, j'ai passé un super bon moment, mais je m'en vais. Et en fait, l'histoire s'arrêterait quasiment là. Ou alors l'histoire s'arrêterait à la porte parce que le mec il fait un truc bizarre avec les chatons, etc. Euh, donc ça c'est un premier élément de réponse. Les rendre sourds était une manière de les rendre connectés à un endroit qui dépasse le fait par exemple d'aimer le foot. Tu vois, ok, on aime le foot tous les deux, mais en fait il n'y a pas d'enjeu. Alors que l'enjeu de la surdité fait que ben, j'en sais rien, si tu vis dans un tout petit village, par exemple, et vous êtes que deux sourds, et ben, en fait, ça va vous connecter parce que tu vas avoir envie peut-être de parler, euh, juste d'être libre, de pouvoir parler la langue des signes, d'arrêter de lire sur les lèvres, etc., etc. Et donc ça, c'était un outil qui m'intéressait. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième, en réalité, c'est que la personne avec qui j'étais à l'époque, ses parents étaient famille d'accueil. Et donc, ils accueillaient plusieurs enfants, mais c'était plutôt pour des périodes très longues. Donc, voilà, ma compagne de l'époque avait des sœurs, des plus petites sœurs qui n'étaient, enfin, qui sont devenues ses sœurs au fil du temps, mais qui étaient des enfants accueillis, recueillis de la DAS. Et au moment où j'écrivais le film, ils ont accueilli une petite Élodie qui devait avoir 3 ou 4 ans à l'époque et qui était malentendante, mais qui avait développé, on va dire, ce problème d'audition parce qu'elle n'avait pas été sollicitée comme un enfant normal par ses parents quand elle était plus jeune. Et donc, voilà, ses oreilles se sont progressivement coupées de la vie. Voilà. Et donc, il a fallu, en fait, réinsérer cette petite fille dans le monde dans lequel nous, on vit, en tout cas. Et moi, j'étais très présent, enfin voilà, nos deux familles, on passait beaucoup de temps, donc j'étais très présent avec elle à ce moment-là. Et c'est avec elle, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser à la langue des signes, même si je m'y intéressais via la danse auparavant. Euh, j'ai commencé à apprendre en même temps que elle apprenait, puisque elle n'avait pas été sollicitée par ses parents, et donc eux n'avaient jamais eu l'idée du fait qu'elle pouvait être malentendante, et donc ils ne lui ont pas proposé la langue des signes, etc. Donc il y avait tout à reconstruire. Et voilà. Et donc, en gros, quand je l'ai rencontrée, j'ai vu à quel point c'était un outil incroyable de pouvoir se servir de ses mains, et que ça créait aussi des relations très intimes très vite. Parce que vu que moi je m'intéressais à ça, le temps que les autres membres de la famille fassent l'effort de s'y intéresser, j'avais déjà une longueur d'avance et donc j'avais une connexion très particulière avec elle. Et je me suis rendu compte que pour mes personnages, pour ce que j'avais envie d'écrire, ça devenait en fait juste logique pour moi. C'est pas quelque chose que j'ai réussi à arrêter. Je me suis dit, ah, tiens, il pourrait être sourd, et puis petit à petit, ça a pris vachement de place, et voilà. Encore une réponse très longue, mais j'espère que je réponds à ta question. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour. Bonjour. Combien de gens il y avait qui travaillaient pour vous? Alors, il faut que je me rappelle correctement, mais je pense qu'il y avait 4 décorateurs, 4 ou 5 décorateurs, 3 animateurs. Alors, je me compte à chaque fois dans les équipes, parce que j'ai participé à toutes les étapes de fabrication du film. Donc 3 animateurs, 2 personnes pour faire ce qu'on appelle le clean de l'animation, parce que l'animation au départ c'est des dessins qui sont très lâchés, on va dire, et qu'après à la fin ce que vous voyez dans le film c'est une ligne claire assez fine. Donc ça fait partie du clean, ça veut dire qu'il faut nettoyer tous les dessins pour rendre cette ligne claire. Donc il y avait 2 personnes pour faire ça, il y avait 8 personnes pour faire la couleur de l'animation, donc mettre en couleur tous les mouvements. Il faut que j'additionne au fur et à mesure. Donc là, on est à 15. Ensuite, il y avait 3 personnes, moi y compris, pour faire ce qu'on appelle le compositing. Donc le compositing, ça vient de l'idée d'image composite. On a un décor d'un côté, l'animation de l'autre,
et on va mettre l'animation sur les décors, plus des effets spéciaux, des lumières, ce genre de choses. Quand je parle d'effets spéciaux, je parle de la neige. C'est pas spécial du tout, mais pour nous, dans notre métier, ce sont des effets spéciaux. Donc là, on était 3, ça fait 18 si je sais bien compter. Ensuite, il y a une équipe pour le son. Il va y avoir un bruiteur, un ingé son qui enregistre les bruits. Donc ça fait 20. Il va y avoir un étalonneur qui va faire en sorte que toutes les couleurs du film, par exemple la couleur du pull, soit la même tout le long, suivant les ambiances de lumière, s'il fait plus nuit, etc. J'ai perdu le fil, mais on va dire à la louche 25 à peu près. Ensuite, il y a Camille qui a fait la musique avec son ingé son, plus toute la partie administrative, donc l'équipe de production, les secrétaires. Voilà, donc ça fait une trentaine de personnes à peu près. Merci. Merci à toi. Il y a encore quelqu'un? Oui. Donc une autre. Ce sera peut-être la dernière question. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat au final? Waouh. Je crois que c'est la première fois qu'on me pose une question pareille. C'est une super dernière question. Ouais. Je vais essayer de faire une réponse à la hauteur. Il m'est arrivé de faire des rencontres comme ça et de dire devant un public, là pour le coup c'était en direct dans un cinéma, et d'émettre des critiques au sujet de mon propre film, et notamment de la structure scénaristique, et de dire qu'il y avait des choses qui marchaient pas très bien dans le scénario, etc. Et je pense que s'ils avaient des œufs ou des tomates, ils m'auraient envoyé tout ce qu'ils auraient pu. Tout ça pour dire que, en fait, quand on fait un film, à partir du moment où il sort, ou en tout cas qu'il est montré à un public, il ne nous appartient plus. Et dans le sens où on peut avoir l'avis qu'on veut sur le travail, ça ne changera pas ce que toi tu as pu ressentir du travail, par exemple. Mais ça ne changera pas le film tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on peut émettre tous les commentaires, le film il est ce qu'il est aujourd'hui. Moi, honnêtement, j'ai plein de choses à dire, mais par ailleurs, même si je peux être très critique, et j'étais critique pendant que je le faisais, juste quand je l'ai fini, et aujourd'hui, 7 ans après, je suis malgré tout super content de l'avoir fait comme ça, pour les moments d'équipe que j'ai pu vivre, les rencontres pendant le travail, mais aussi après, quand on a commencé à montrer le film. Et surtout les moments en fait que j'ai pu vivre dans toute cette aventure, que ce soit à partir de l'écriture jusqu'à aujourd'hui et le fait que je vous rencontre. Donc je suis satisfait de ça, parce que en fait c'est la toute première question, c'était de savoir qu'est-ce que je fais, comme ça fait la boucle. Savoir qu'est-ce que je fais au final aujourd'hui. Je dirais pas que je cours après le fait d'avoir des prix ou ce genre de choses, mais en tout cas, j'essaye de garder un lien avec ce premier film, parce que c'est quelque chose qui est important, de faire un premier film. Et faire un premier film qui nous amène autant d'émotions en le faisant et après, ça devient un peu un but en fait. J'espère que je vais pouvoir revivre ça, même si c'est de manière tout à fait différente. J'espère vraiment pouvoir continuer à faire ce genre de choses. Donc pour ça, je suis très satisfait, et plus que ça, je m'estime vraiment privilégié en fait de pouvoir faire ce métier-là et de vivre ce genre de moments. Donc je suis très content, ouais. D'accord, merci. Merci à toi. Merci à vous. Merci beaucoup à la fois aux élèves pour leurs questions. C'était vraiment très très intéressant. Moi j'ai appris plein de choses et j'espère que vous aussi. Merci beaucoup à Lucie et Jean-Charles de nous avoir accordé du temps pour ce live et d'avoir bien voulu répondre à toutes ces questions. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et donc on a enregistré ce live, donc on pourra vous envoyer le lien de l'enregistrement dans l'année si vous voulez le revoir, revenir sur des questions, etc. Merci. Merci à tous, merci pour votre temps et pour l'invitation. Salut. Merci.
À bientôt. Au revoir. Au revoir.